je crois que c'était Lyotard qui disait, mais dans quel livre? Ben, comment nous sachons d'un savoir sans savoir, la gravité par exemple. La loi de gravité générale. Ben, on généralise, bien sûr, mais on sait cette gravité de notre corps. Et dans l'exemple de l'ombril ou du stomac rempli après avoir bien mangé, en fait, notre point de gravité, nous le sentons immédiatement de l'intérieur, donc on n'a pas besoin de l'expérimenter avec une pomme newtonienne qui tombe. C'est une mythologie, il ne faut pas faire commencer la science avec la mythologie. Ben, il faut entrer en douceur dans cette bonne nuit, sans violence. Ben, exactement, c'était dans le livre de Jean-François Lyotard, Les transformateurs du chant, sur Marcel Duchamp. Ben, Marcel Duchamp a réécrit apparemment, ou en brillant, et toutes les lois scientifiques, toute la nature, il réécrit à sa façon. Non pas pour faire des métaphores artificielles, mais justement pour, à sa façon, appeler les choses par leur nom, tel que ces choses-là lui apparaissent. C'est ça l'essentiel. On était resté dans le tel, n'est-ce pas, ainsi, ou bien also, rien à faire, tel quel description, tel qu'il est, la phénoménologique de Husserl, c'est autre chose, c'est un autre langage, c'est une autre convention. Ben, si ça sert à quelque chose, n'est-ce pas, à l'intérieur même du jargon philosophique, non pas jargon d'authenticité forcément, mais il s'agit de cela aussi, mais de transformer, avant de transformer, atteindre à ces véritables buts et raisons d'être les catégories d'Aristote. Avant Aristote, il s'agit d'une autre fonction de catégorisation. Alors, il y a tas de choses qui entrent dans le vif du sujet quand il s'agit de diversité de langage codé, donc diverses catégorisations. On le sent tout de suite dans une, disons, dans une société hétérogène. Là, il y a des différences de vitesse et de aptitude au langage et de mode d'expression selon l'éducation, selon la connaissance ou rencontre avec la grande masse communicatif, des machines communicatives, etc. Il y a des idiomes, oui, et à partir des idiomes, on les saisissait. Les choses étaient toujours saisies, pas forcément avec le concept gris ou blanc, philosophique. D'ailleurs, chez Hegel, c'est assez clair pour moi. Un concept, c'est quoi? C'est le mode d'existence du temps, disons. Je crois que c'est valable pour vice-versa. Le temps, c'est quoi? C'est tout simplement le temps pour nous, c'est-à-dire pour les êtres qui conçoivent et dans une temporalité. Et dès qu'il y a une tâche ou un commencement de concevoir, le temps commence pour nous. Le temps qui va durer jusqu'au, je ne sais pas, mais peut-être instantané. Il y a des saisies instantanées parce que et le temps rentre en compte
Donc, tous les vices de la temporalité, tous les branchements, bouchés ou non, avec ses kairos, avec ses chances, avec ses rapidités ou avec ses impossibilités, il y a des tensions dans le temps qui rendent presque impossible les choses les plus simples. Il y a des temps très disons, dilatés et qu'on finit les choses et on attend le reste du temps achevé, etc. Très, très varié, pour ne pas dire relatif. Mais relation, déjà, c'est une catégorie, c'est un groupement de catégories. Réciprocité, etc., n'est-ce pas, action réciproque. Disons, on n'a pas tiré très rapidement des conséquences de cette action réciproque. Par exemple, il ne fallait pas attendre Einstein, et on n'a pas entendu en quelque façon aussi, n'est-ce pas, subjectivisme, idéalisme subjectiviste, ça ressemble quand même, non pas de loin quand même, à la théorie de relativité générale, quand même, ça tout est... C'est pas par hasard que ça vient de l'Allemagne. Aus Deutschland, n'est-ce pas? Un film aus der Deutschland, c'est encore de Deutschland parce que il y a un langage qui rend possible de parler de ces choses-là et concevoir le sujet observant, n'est-ce pas? La conscience observante, c'est le premier chapitre encore. Et de la phénoménologie de l'esprit de Hegel, n'est-ce pas, s'il y a un point d'observateur, un point d'observation, là, effectivement, relativité est déjà conçue, et une tradition philosophique qui a déjà parlé, qui a osé de parler de X transcendantal, etc. Moi, je rigole en disant que ma femme, c'est X transcendantal, c'est ma femme, quoi, en fait. Donc je ne veux pas révéler le nom, n'est-ce pas, publiquement, interdisant, etc. Il ne faut pas faire des blagues comme ça, mais je suis à peu près sérieux dans ce que j'écris, parfois, et parfois non. Parce qu'il n'y a pas, je ne vois pas la distinction entre sérieux et ludique. La philosophie, même le plus sérieuse, idéalisme transcendantal, ça ressemble quand même à une blague, n'est-ce pas? Aesop, c'est le crème, enfin, cerise sur un gâteau, c'est le comble d'une grande jox philosophique. Ça, je me répète tous les 10 ans en disant que la philosophie était très attirante parce qu'il s'agit de jox, c'est-à-dire des blagues et qui n'ont pas leur couleur, quoi. En fait, on ne comprend pas tout de suite qu'il s'agit d'énormité, des ironies énormes, justement, une des raisons essentielles quand même, et concurrentielle, et la philosophie est concurrente et elle concurrencie avec les religions qui sont quand même très très sérieux, mais pas autant quand même. Dès qu'on lit librement les textes et les cérémonies, dernièrement j'ai vu dans l'enterrement de M. Chirac, ex-président de Chirac, n'est-ce pas, dans une église de Saint-Eustache, je crois, quoi. Eh bien, c'est une messe catholique, c'est une blague incroyable, c'est le sommet, pour nous en tout cas, qui voit forcément de l'extérieur, et pour les protestants, je suppose, pour les orthodoxes peut-être, et bien, pour les musulmans, qui a un sens d'humour, encore,
Un musulman qui a un sens de l'humour, oui, c'est Hajivat Karagöz, Nasreddin Hoca, oui, on ne sait pas leur véritable origine, si c'est musulman, je ne crois pas, c'est comme les origines de Mille et les contes arabes Mille et une nuits, c'est pas sûr, leur identité religieuse, c'est pas sûr. Et Nasreddin Hoca aussi, en fait, il s'agit de cette terre, mais on ne sait pas si c'est l'islam ou non. Mais oui, c'est un peu important quand même de ne pas pouvoir identifier justement l'identité de Nasreddin Hoca. Un sommet de blague ou sommet de sophisme. Un rationnement suspendu, oblique, même parfois démoniaque, et qui est devenu très populaire, c'est-à-dire qui est approprié par le peuple et par la langue turque. Avant tout, c'est ce qui est important. Donc, il y a eu une trace appropriée de la catégorisation ou catégorisation des 5 catégories bizarres ou des logiques tordues de Nasreddin Hoca. Là, ça, je trouve le meilleur des choses dans cette terre, en tout cas parlant turc. Et c'est en plus à peu près traductible, n'est-ce pas? Parce qu'il s'agit de situations, ce n'est pas des purs jeux de mots intraduisibles comme dans une poésie raffinée, mais des situations étranges. Il s'agit un peu de situationnistes à la française, disons allemand, européen, italien des années 68. Les jeunes, en tout cas, ils cherchaient de rendre comiques quand même les choses très très sérieuses, mais je crois que c'est pas très bien réussi, parce qu'il y avait déjà une tradition d'ironie chez Kierkegaard, chez les romantiques, ironie socratique déjà. C'est énorme et je trouve certaines convergences avec ironie de Nasreddin Hoca. Et pas tout à fait la même chose. Et il y a ironie de Diogène, c'est-à-dire des cyniques, et qui ressemble quand même à celle de Socrate, qui n'est pas identique. Donc il a des tonalités, de stunk, de humour et de sens d'humour à plusieurs niveaux à découvrir. Voilà, s'il n'avait pas toute cette couche, eh ben, on ne peut rien écrire d'intéressant quand même, ni tragédie, ni drame, ni petit conte pour les enfants quand même. Ça voyait, pour les enfants aussi, ça nous aide de devenir tout de suite petit et métaphoriser, non pas pour métaphoriser, mais en devenant véritablement petit, on se rend petit encore pour pouvoir penser comme un enfant. Là, ça devient immédiatement, ça marche immédiatement, je suppose, je n'ai pas trop écrit, mais j'ai écrit des situations quand même, étant en quelque sorte une situation, l'un d'eux, mais le tout premier recueil de textes littéraires, fictifs, et de ma raison observante, justement, dans toutes ces relativités et diversités, des textes courts, plus ou moins une page et demie, maximum 2 pages, parfois des poèmes en prose, parfois vers la fin, pour conclure, pure poésie, donc de plus en plus suspendu, les situations et les couleurs, la tonalité, les odeurs, l'air fraîche, tout ce qui reste
d'un souvenir d'amour, etc. Voilà. Ce recueil, justement, j'ai beaucoup réfléchi pour donner un titre à cet ensemble qui est écrit entre les années 81 et 82 ou 3. Donc, presque quotidiennement. Donc, chaque jour ou tous les 2 jours, un texte. Voilà. Donc, avec une discipline et avec une chitimunk ou cohérente, disons. Mais malgré ça, il y a on peut le diviser en des chapitres que j'ai déjà fait. Et c'est pas publié, c'est pas important, parce qu'on peut toujours retravailler, car il s'agit d'un trésor caché, n'est-ce pas? Il y a des avantages qui soient cachés pour qu'il puisse puiser maximum, justement. Voilà, langage de description, de saisie préconceptuelle, pré-réflexif, mais tout ça c'est encore des mots savants, mais il faut parler au niveau de langue, au niveau du corps, il faut parler de la langue au niveau du corps. Pour chorégraphier le corps, voilà, c'est pour ça que l'expérience d'un stomac rempli est comme expérience principale. Donc, tout de suite, apparemment, un bonheur immédiat ou un sentiment de bonheur, une couche chaude, comme une couche de lièvre, de Kafka, qui m'impressionnait toujours. Donc, on peut se contenter de peu de choses, non pas avec une couche ouatée en coton, mais d'une couche dans une forêt, dans un bois, d'une simple couche à l'occasion de lierre qui peut faire de l'affaire. Donc on peut sentir en dormant les lois de la pesanteur et la gravité universelle. Parce qu'on ne tombe pas dans notre lit, a priori, mais on sent quand même une certaine suspension. On n'est pas écrasé par la terre, n'est-ce pas? Ou bien par notre pesanteur. Il y a un juste milieu qui nous donne des nouvelles, vaguement, des forces anti-pesanteur, c'est-à-dire une sorte d'action réciproque au niveau de les lois de gravité. Nous sommes aussitôt attirés par le haut, sinon nous sommes écrasés par notre jolie maison qui est la terre. Voilà, parfois nous sommes légers au point de pied, jusqu'au point de danser. Voilà, on est dans la déjà chorégraphie. On se précipite parfois, comme moi, en fait, dans ces derniers jours, j'ai beaucoup de difficultés de marcher, bien que je suis très léger, j'ai de plus en plus de difficultés de me déplacer. Une pesanteur énorme me tire vers la profondeur de la terre, vers le magma, et aucune des étoiles ou des astres ne viennent à mon aide. C'est ça. Voilà. Ça devrait être ça la raison ultime du choix inconscient du sujet de ce soir, finalement mélancolique, qui a commencé avec une mélodie
d'une guitare, puis c'est devenu un silence sec, coupé. À couper le ciel. Voilà une métaphore intéressante. Un silence nocturne à couper souffle. Parce qu'on est en écoute et on coupe notre souffle. Mais en même temps, le ciel aussi, comme s'il était coupé et suspendu, bien que les nuages continuent lentement à se désagréger et tout à suspendre est devenu peut-être architecture, une musique ou bien un sifflement, le bruit du vent, le bruit des sirènes, dès qu'ils sont retenus, passés à la mémoire, deviennent une architecture en cristal, n'est-ce pas, tout ça, chez Hegel. Et si cette architecture n'est pas massive comme une caillou énorme, là, pas très proche, mais dans le bois dans lequel je suis actuellement, il y a un énorme caillou sur la colline qui maîtrise tout le volet, voilà, qui l'a amené ce grand caillou là-bas. Voilà, voilà. Et si l'intérieur était vide de cette architecture naturelle, il y aura encore retransformation vers la vibration sonore. C'est-à-dire une statue peut chanter comme Savonarola de Florence en pleine réforme savait entendre le petit tintement des feuilles de cuivre qui couvraient les pubis des statues toutes nues. Savonarola dérangé par le débauche de son peuple et par la nudité excitante, provocante de ces statues. Il n'a pas osé complètement le détruire, mais il avait proposé, réalisé, de couvrir les parties charnelles par les feuilles de cuivre, mais le vent dans la nuit faisait l'affaire et l'excitation était encore plus à son comble par cette insinuation sonore de mouvements érotiques. Voilà ce que j'ai lu, une interprétation quand même extraordinaire. Je crois que c'est Guy Hockenheim qui racontait des choses, qui a écrit un roman sur Savonarola. Donc la réaction de Savonarola ressemble après la Renaissance, hein, il ne faut pas oublier, c'est-à-dire, dans le langage de Guy Hockenheim, l'ami et collègue de René Chevers, Renaissance c'était le mai 68, et la réforme c'est dans les années 90, dans lesquelles il enseignait à nous, dans l'université, l'histoire de Savonarola. Donc on n'a pas saisi immédiatement la stratégie de Guy Hockenheim, mais le discours moralisant après 68, une lourdeur morale, l'humanité alourdie, c'est continué à s'accélérer dans les années 2000 que Guy Hockenheim n'a pas vu, parce qu'il est déjà mort, et nous sommes maintenant vers 2020 et on s'est asphyxié par une
morale, immorale, c'est-à-dire s'il y avait une morale, on aurait pu le respecter, mais il y a une morale immorale, donc ça nous simplement asphyxie, et coupe le ciel, coupe la pulsation, et ça nous alourdit, ça nous rend malade sûrement, je suppose. Voilà, j'ai diagnostiqué ma maladie en tout cas ce soir. J'annonce à tous les médecins et je publie comme un acte colloque